On va parler de MCP serveur. Donc, on va mixer les sujets du monde agent avec le monde data. Bon, souvent assez proche, assez connexe. Mais là, d'un point de vue usage, alors le MCP serveur, on le rappelle, c'est quoi? On en a beaucoup parlé dans les têtes dans le cloud, le modèle contexte protocole. C'est un protocole. Déjà, bien. Pour démarrer. Comme son nom l'indique. Qui est open source, reconnu de tous, qui avait été porté par Anthropic, imposé, et qui proposait une manière de décrire les API afin que les agents puissent savoir quoi faire et surtout quels skills ou outils utiliser finalement, quelles sont les fonctionnalités dans mon application que je peux activer via l'API. Et donc l'idée, voilà, c'est qu'après, j'expliquerai, on a une notion de serveur qui va permettre d'appeler du coup le code JSON qui décrit l'API derrière, donc c'est une description finalement de l'API de manière fonctionnelle, parce que qu'est-ce que comprend LLM? Du texte. Et du coup une API, ça lui parle pas. Par contre, si on explique comment utiliser l'API et comment activer telle fonctionnalité dans l'application, là il a aucun problème à agir en tant qu'agent. C'est une surcouche entre l'utilisateur et l'API. Surcouche. Exactement, une couche d'intégration. Donc une fois qu'on a dit ça, la balle est dans votre camp. Qu'est-ce que ça veut dire du MCP serveur appliqué au monde Fabric Power BI? Donc, commençons par le monde Power BI. Oui. C'est le premier qui est sorti. Oui, c'est le... C'est ça. Oui. Donc Lilia, vas-y. Oui, alors le serveur... Benjamin a utilisé le MCP serveur, donc il connaît. Ah, pas mal. Je confirme. Donc, en fait, le serveur Power BI Modeling MCP implémente, comme tu l'as dit, la spécification MCP, qui est un protocole standard qui est conçu pour permettre justement aux applications et aux modèles IA de se connecter aux sources externes, dans notre cas au modèle sémantique Power BI, de manière structurée et sécurisée. Donc schématiquement, c'est ce qu'on voit à l'écran. C'est ce qu'on voit à l'écran, voilà, c'est ça. Exactement. L'idée, t'as l'utilisateur, t'as tes différents rapports et modèles sémantiques. C'est ça. Et entre les deux, t'as le MCP qui va, via l'API, aller pouvoir dialoguer avec nos modèles sémantiques. Exactement. Donc en fait, c'est comme un pont qui nous permet d'accéder justement soit aux modèles sémantiques qui se trouvent dans les espaces de travail Fabric, ou bien Power BI desktop. Donc, c'est que au modèle sémantique du coup? Oui, pour le Power BI Modeling MCP, c'est uniquement au modèle sémantique de son nom modeling, Power BI Modeling MCP. Donc, par contre, c'est online et local. Oui. Ok, mais donc là, à ce stade, on ne peut pas dire que... je voulais vulgariser en disant ça permet qu'un agent utilise Power BI. Ce n'est pas totalement le cas. Ça permet qu'un agent puisse manipuler la modélisation. Voilà. Dans la modélisation, tu as tes données, tu as tes noms de colonnes, tes mesures calculées, tu n'as juste pas la couche visuelle. Exactement. Tu as tout le reste. Donc en fait, on parle du modèle, c'est-à-dire tout ce qu'on peut faire, les transformations qu'on peut faire sur notre dataset, les tables, les colonnes, les mesures, les relations, même le RLS. Pro level security qui permet à une personne A de ne pas avoir les mêmes données qu'une personne B. Ça peut être un peu compliqué à mettre en place. Du coup, la question, moi, pour comprendre, c'est que avant ça, quand un client me dit j'ai un Power BI, j'ai besoin que tu utilises les données pour faire des trucs dans un agent ou de l'agentique, moi, la réponse, c'est faut que je me connecte à ton dataset. La réponse demain, avec ce que vous venez de dire, c'est faut que je me connecte au MCP de ton rapport. Ça dépend ce que tu veux faire avec ces données. Si tu veux juste les consulter, tu as aussi Copilot pour Power BI qui existe. Alors, je veux les consulter depuis un agent. Alors là, du coup, moi, je t'orienterais plus vers Fabric IQ. Oh non. Bim. Bah si. Le volume de gros de Fabric MCP serveur, j'imagine, derrière, dans l'idée. Non, parce que ton agent, lui, il veut interroger les données. Donc, il veut avoir une compréhension du modèle et des données. C'est ça. Alors que je pense que Lilia nous présente, c'est plutôt manipuler le modèle. D'accord. Tu vois, il y a une différence entre utiliser... C'est pour le développeur. Hein. Et du coup, toi, ta réponse, elle est plutôt dans Fabric IQ. D'accord. Où, en gros, tu crées une espèce de base de connaissances qui contient ton modèle et les données derrière que tu peux interroger par un agent. Ça ressemble, j'ai un truc que j'avais présenté déjà, j'ai un MCP pour Dataverse, qui est la base de données. Exactement. C'est la même chose. C'est la même. Exactement. Mais c'est juste là pour le modèle sémantique Power BI. Bien sûr, je posais toutes les questions pour les gens qui nous regardent. Donc Lilia, comment ça se passe en termes d'expérience du coup? Tu bosses dans quel environnement? Comment ça s'installe Comment ça s'installe? Donc
tu as fait tous tes tests, Oui, du coup, exactement. tu parles en connaissance de cause parce que tu as pu l'expérimenter, en sachant j'ai beaucoup vu un peu de retour d'expérience sur le LinkedIn sur le sujet en ce moment. On sent que ça anime pas mal la communauté. Ah bah ça bouscule 2-3 personnes. bouscule C'est une 2-3 nouveauté qui sort la fin novembre et donc en fait on a plusieurs manières de l'installer. Donc la plus simple c'est d'installer Visual Code Studio et ensuite l'extension Power BI Modeling MCP Server et en fait installer aussi GitHub Copilot Chat pour permettre de faire les prompts. C'est ça, c'est GitHub Copilot Chat qui prompte, vient et après il appelle le MCP Server. En fait, comment ça marche? C'est que l'utilisateur fait un prompt, par exemple, dire crée-moi une mesure dans mon rapport. La mesure, c'est par exemple le chiffre d'affaires mensuel. Ensuite, le modèle IA interprète ma demande et planifie les actions, en fait, qui va envoyer ensuite au MCP Server. Ensuite, Power BI reçoit les modifications dans le rapport. Live, hein. En live. C'est cool. Ça peut être très dangereux. Et par rapport au RLS que tu disais par exemple, là où toi tu dois prendre le besoin du métier et faire les configurations par toi-même et créer les règles toi-même, là tu pourrais demander potentiellement ça en disant pour Kevin par exemple c'est tel type de profil et voilà les lignes qu'il peut voir. Et voilà ce qu'on a et lui, il applique le RLS pour aller jusque là. Ah, c'est cool. Oui. Non, pour aller, on a commencé à regarder les cas d'usage. Les cas d'usage sont gigantesques. Il y en a des tonnes. On parlait de traduction de modèle directement. Genre, j'ai mon modèle en français, mais il faut que je puisse l'utiliser en anglais. Traduis-moi tout mon modèle. C'est automatique. Appliquer les bonnes pratiques, par exemple. Les bonnes pratiques, c'est énorme. Les bonnes pratiques, ici, j'en ai pas. Je peux même demander à l'IA de me proposer la bonne pratique, par exemple, et je peux la corriger avec des prompts, et ensuite l'appliquer à mon modèle sémantique. Je peux, par exemple, appliquer des tâches automatiques, des workflows. Je peux aussi modifier mes tables, mes colonnes, mes mesures, corriger, optimiser mon modèle sémantique. Donc, on peut vraiment aller loin. Mais surtout, on peut tout casser aussi. Oui, parce voilà. Un rafraîchissement de la donnée, par exemple, tu peux lui demander. Non. Là, c'est pas ça. Là, on n'est pas sur la partie après automatisation. Ça va être dans Power BI Online, c'est toujours comme ça. Okay. Là, on est vraiment sur tout ce que un développeur pourrait faire dans Power BI. Live, le MCP Server va pouvoir le faire. Exactement. Donc c'est une assistance vraiment pour les développeurs pour rendre ces tâches un peu fastidieuses plus rapides et plus concentrées. En fait, ce qui est intéressant, c'est que ça rentre. Alors, on a perdu une caméra à l'écran, donc si vous ne voyez plus en gros plan Lilia et Benjamin, c'est normal. On fera plutôt les overviews, j'ai l'impression. Mais en tout cas, côté son, ce sera toujours bon pour les podcasts sur les plateformes Spotify et Apple Podcasts, je le rappelle. Exactement. Non, ce qui est intéressant, c'est que ça reste dans la philosophie de beaucoup de choses qu'on a déjà exprimées, cette industrialisation qu'on a des rapports Power BI et de Fabric, ce côté où finalement c'est du code derrière que je gère. Donc il y a eu une mise à plat par Microsoft, le format PBIT. Qu'est-ce que tu m'emmènes où là? Oui, le côté. PBI template, non. PBIP. Non, PBIP, oui, pardon, c'est project. Le projet. Oui. Exactement, j'y étais toujours. Donc, où finalement, on a une décomposition de ce qu'est un rapport. En fait, c'est le langage, le fameux TMDL ou TDLM, TMDL, je crois. TMDL qui est derrière et qui, en fait, là, Power BI va te le régénérer. Enfin, le MCP Server va te régénérer ce code avec les bonnes pratiques, les choses comme ça, par exemple, à l'intérieur. Et tu peux lui dire, ok, mais c'est bien, j'ai la flemme. Fais. Donc là, finalement, en fait, on quelques avait... prompts. Pardon, oui, pardon. En fait, je voulais dire, en quelques prompts, là, l'avantage, c'est qu'on peut modifier notre modèle sémantique en quelques secondes, au lieu, par exemple, de passer plusieurs heures à modifier ou à chercher où est le problème pour optimiser notre modèle. Mais après, il faut faire attention. Le plan, Antoine, sinon. Surtout. Non, mais à l'écran, je veux dire, le plan large. Oui, ok. Excusez-nous. Mais après, surtout, il faut faire attention en fait, aux prompts qu'on fait, parce que ça peut être destructif. Il suffit de demander de supprimer une table ou changer une mesure, ça peut casser le rapport. Donc en fait, il fait ce que tu lui demandes. Et après, il y avait l'historisation, tu nous avais dit qu'il existait. Il n'y a pas d'historisation, mais. Pas un garde-fou. Ah ben non, mais t'es en Power BI, t'es en local sur ton poste. Il te fusille ton rapport. Oui, mais c'est pas pire que quelqu'un qui touche un rapport Power BI. Non, sauf que là, il l'écrit juste, fais ça. Donc c'est juste beaucoup plus rapide. Ouais. Et tu peux après, il y a beaucoup de garde-fous. Il y a beaucoup d'acceptation. Il y a une vidéo qu'on avait envoyée à Antoine qui permettait justement où on voyait, où tu dois à chaque fois lui dire, ok, j'autorise ça. En fait, à chaque fois qu'il va appeler une API, qu'il va faire un call API, il te demande si tu l'autorises. Ça te permet step by step quand même de on va voir la petite vidéo là, je pense, Antoine. J'allais dire, voilà, donc là on voit, on est côté Visual Studio du coup.
Exactement, on est dans VS Code. Ouais. Et là, on lui pose directement les questions. Et à chaque fois que tu cliques sur le bouton bleu, c'est une acceptation de ce qu'il va faire. Oui. Après, sachant que tu peux aussi activer le auto-allow pour qu'il puisse accepter automatiquement. Là, par exemple, on lui demande d'ajouter des descriptions à toutes mes mesures. Et ensuite, moi, en fait, j'ai imposé une validation. On peut même aller plus loin, c'est-à-dire lui faire des approbations. Par exemple, il y a un manager qui veut, par exemple, faire demander à ses utilisateurs qui n'ont pas d'expérience, par exemple, pour modification. C'est-à-dire le manager reçoit une approbation avant que l'utilisateur... Il y a des garde-fous. Voilà. Mais si tu les mets pas en place... Et tu la reçois où, l'approbation ? En fait, ça, c'est à mettre en place par mail. On peut choisir, par exemple, c'est à nous de j'ai envie d'intégrer cette nouvelle partie dans mon rapport, est-ce que je peux le faire ? Exactement. Un système d'approbation. Et surtout sur Power BI Service, par exemple, c'est selon notre rôle de sécurité. Si par exemple, je suis contributeur dans Power BI Service, je peux faire des modifications. Par contre, si je suis viewer, par exemple, je peux rien faire. Ça bypasse pas tes rôles dans l'appli, heureusement. Ou je peux par exemple donner l'autorisation de juste ajouter des choses. Comme ça, au moins, ça casse pas le rapport. Donc là, tout ce qui a été mis, par exemple, sous le tapis pour X ou Y raison, tu sais, par des clients, là, si jamais tu actives ça, il faut vérifier tous les garde-fous s'ils y sont. Il y a si par exemple un développeur, il a bien le bon niveau d'autorisation pour machin. Exactement. Et est-ce que, par exemple, avec les interactions que tu as pour un rapport donné, tu vois, supposons que tu as des bonnes pratiques qui seront toujours vraies quoi qu'il arrive. Est-ce que tu peux lui dire une bonne fois pour toutes, et à chaque fois que tu démarres un nouveau projet, alors, ou tu dois faire tes prompts à chaque fois de A à Z. Tu pourras le prompter, mais alors ce qui existe, c'est ce qu'on avait vu, c'est que tu peux aussi lui prédéfinir, comme tu disais, avec genre une personnalisation. Okay. Moi, je suis un développeur Power BI, voilà les règles que j'utilise, voilà les bonnes pratiques que j'utilise, et donc il sait que tu es cette personne-là, et donc par défaut, il prendra tout ça en compte. Tu pars pas d'une feuille blanche à chaque fois. Non. Exactement. Et ça, on peut le mettre en place dans justement des templates de prompt, en gros. Oui, c'est plutôt un prompt système. C'est qui tu es, toi. Comment tu travailles. C'est une personnalisation de toi. Mais que c'est toi qui te le copie-colle à chaque fois, ou tu peux le mettre en prompt système. Il est en prompt système directement. Ok, en prompt système. Et l'autre question, est-ce que ça te facilite le côté auditable des rapports ? C'est pas ça te facilite. Ça change tout. Donc tu peux dire l'inverse, tu peux dire moi j'ai besoin de m'assurer que toutes ces bonnes pratiques sont appliquées, lui lancer et qui... tu pourrais, si t'es admin Power BI global, dans l'idée, tu lui dis voici la liste de mes bonnes pratiques, peux-tu me lister les rapports qui ne les respectent pas ? Et il te répond. Ah, donc il peut interroger plusieurs rapports en même temps, c'est pas... c'est mono, c'est espace de travail par espace de travail, ou c'est tout... En fait, il y a deux choses. On a le modeling, le Power BI modeling, MCP Server, en fait, qui touche en fait que les modèles sémantiques. Et on a Fabric, MCP Server, qui va aller encore plus loin pour faire le monitoring, l'audit dans plusieurs espaces de travail, par exemple. Oui. Par exemple, avec Benjamin, on a vu la dernière fois pour tester. Est-ce que, par exemple, je peux demander, est-ce que tu peux analyser tous mes rapports qui se trouvent dans tous les espaces de travail et voir, par exemple, si dans mes mesures, j'ai pas 2025 en dur. C'est ça, c'est un cas de figure qu'on a beaucoup, moi, chez mes clients, c'est quels sont les rapports qui passeront pas 2025. Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens qui, dans leur code, mettent égal 2025. Et donc, en 2026, bim, ça tombe. Voilà. Et donc ça, on pourrait aller le vérifier directement. Tu peux avoir ce niveau de granularité. Exactement, et le corriger derrière. Ensuite, il le corrige. Tu lui demandes, tu dis, par exemple, il faut que ça soit dynamique. Meilleur de today, par exemple, ça, il prend l'année en cours. Et il le fait. Et il le fera. Exactement. C'est la folie. C'est incroyable. Ça, en fait, ça ouvre énormément de choses, qui fait très peur. Mais en fait, il faut suivre le truc, parce que t'imagines, je dis un truc tout bête. Et il y a pas longtemps, moi, tu me demandais d'auditer un rapport. Je te dis, ça me prend 2 jours. Ouais. Maintenant, ça me prend pas 2 jours. Ça me prend beaucoup moins. Ne le dis pas trop fort. Mais du coup, tu vois, il faut valider un peu le truc, mais ça a l'air. Donc c'est vraiment pour les profils dev, par exemple, les personnes que vous accompagnez dans la formation, les aider à faire des rapports, etc. C'est pas eux la cible. Pour moi, c'est pas la cible. C'est pas la cible. Pour moi, c'est fait pour les gens qui connaissent déjà, la data, ou pour les admins, par exemple, qui veulent voir un peu une vue globale de leur portail administratif. C'est VS Code. Alors, le point d'entrée, c'est VS Code pour l'instant. On verra. Par contre, moi, je vois aussi un autre usage, peut-être moins dev. C'est VS Code, mais tu pourrais très bien, vu que c'est un MCP Server, publier un agent via Copilot Studio qui appelle ton MCP Server et le mettre dans Teams pour n'importe qui. Bien sûr. Et donc, ça serait très intéressant pour une population type DSI qui te dit, via le MCP Server Fabric, pourrait dire quels sont les rapports qui n'ont pas été visionnés depuis une semaine. Ça fait la liste. C'est tout ce qui est audit. Sachant que justement, côté Copilot Studio, tu peux choisir les tools.
Donc tu pourrais ne garder que les tools. Je l'ai vu dans ta capture d'écran, le MCP Server Fabric. Quand j'y pense, si on pouvait avoir la même chose que TM365. Incroyable. Ça va venir. Mais tu vois, au niveau audit, gouvernance, toutes ces choses-là. Quand je revois qu'à une époque, on avait un débat de est-ce qu'on devait parler de développeurs Power BI. Tu sais, c'est des développeurs VS Code. Et c'est des vibe codeurs Power BI. Et bim. Donc voilà, donc c'est quand même assez puissant. Nous, on a beaucoup de cas d'usage. Faut qu'on les bosse pour voir ce qui marche et marche pas. Mais tu as des choses, tu sais, traduction, audit, gouvernance. Oui, traduction, c'est ça. Exactement. Il y a traduction, modification, correction. On peut même optimiser notre modèle. On peut avoir par exemple un rapport et qui marche, mais finalement il est lent, par exemple. Il a raison. J'entends renommage. C'est un cas d'usage qu'on a eu chez un client. Par exemple. Nous, par exemple, on se branche sur une base de données. Okay, on travaille, on fait notre truc, on développe notre rapport. Derrière, le client me dit ok, c'est vraiment bien. Et en fait, j'aimerais que ça soit self-service. Ça veut dire que j'aimerais que des utilisateurs que vous avez formés puissent reprendre ce modèle que vous avez fait et travailler avec. Et là, je dis, c'est compliqué parce que quand même, c'est des noms de colonnes très techniques, genre ID, underscore, des choses très techniques. Et il me dit, faut tout renommer. Faut en faire une sorte de une couche, tu rajoutes une couche sémantique. Et avant, c'était super long. On avait commencé à faire des tests avec Copilot pour qu'il nous régénère le truc. Lilian a un peu travaillé dessus et que c'est sorti, je lui dis c'est bien ce que tu avais fait, mais ça moins quoi. Parce qu'en fait, on peut lui dire voilà, prends cette pièce jointe, c'est mon dictionnaire de données. Renomme tout en fonction. C'est ouf, parce qu'en fait, c'est vachement mûr là, déjà, alors que c'est une bêta pour l'instant. Oui, c'est en préview. Oui, mais c'est le concept même du MCP. Mais c'est vachement mûr parce que côté M365, c'est que l'API est mûr. Parce que la démarche côté M365, là, ce qu'ils ont fait, ils ont lancé un peu cette idée d'agent, tu as SharePoint admin, Teams admin, et du coup, tu peux poser des questions un peu audit, mais c'est pas aussi actionnable. En fait, il va te faire des retours d'audit en disant voilà les sites SharePoint qui sont pas utilisés, voilà les sites SharePoint qui sont potentiellement non mais comme disait l'API Power BI est hyper puissante historiquement. Trop bien de base. Je suis jaloux là, j'avoue. Alors tu vois, avec ta remarque, ce qui est drôle, c'est que le tout dernier MCP qu'on aura côté Microsoft pour boucler la boucle, c'est celui de SharePoint. On l'a en bêta en ce moment. Et ça me fait rire parce qu'en fait, on a eu tous les serveurs MCP les plus complexes. BI, Fabric, Azure, machin. Et le tout dernier de la liste, ça va être le MCP SharePoint qui, on reprend tout ce que tu as dit, il fera pareil. C'est-à-dire, voilà. Ouais, c'est ça. Sauf parce que SharePoint, une liste SharePoint, c'est une base de données. Oui, c'est une base. Et donc, ce qui est marrant, c'est que c'est le plus demandé, le plus utilisé, on va l'avoir tout. Mais c'est le plus consommateur parce que d'un coup tu vas mettre ça dans des entreprises qui ont SharePoint depuis des dizaines d'années et puis ça va pomper dans tous les sens. Qui va l'utiliser aussi c'est surtout que là on est sur du vrai. Et puis sur des SharePoint non gouvernés, on va perdre quelques agents. Ils sont pas prêts. Enfin, voilà, c'est le troisième agent qu'on perd dans le SharePoint. Juste un dernier point. Par contre, il faut toujours, ce que je conseille, en tout cas pour le moment, vu que c'est en preview, c'est toujours de faire des backups. Parce qu'en fait, le résultat dépend du modèle IA utilisé. Parce que comme là, je n'ai pas pu le montrer, mais normalement, on peut choisir quel modèle IA utiliser. En fait, là, on peut par exemple mettre automatique, et du coup, c'est lui qui va choisir automatiquement le meilleur. Mais on a en premium aussi des modèles en premium. Donc, en fait, par exemple, pour les workflows complexes, il faut, pour avoir un meilleur résultat, il faut utiliser les modèles IA les plus avancés. Quand tu dis modèle, c'est le même truc que j'ai dit tout à l'heure, GPT-5 en mode avancé. Oui, GPT-5, Gemini, tout ça. En mode GitHub, quoi. Oui, exactement. On a plus de 150 possibles. En fait, tu es sur Visual Studio ou GitHub. Donc aujourd'hui, GitHub te permet de choisir du Claude, Gemini d'ailleurs, directement. Et donc, arrête d'avoir les yeux qui brillent comme ça. Ça repose un peu là-dessus, tu as raison, c'est libre à toi et du coup, tu vois des vraies différences très certainement entre un petit modèle que tu as pris. Capacité de choisir du coup le modèle en fonction de la... Par défaut, oui. Alors, on peut le mettre automatique aussi, mais par exemple, si toi tu choisis un modèle qui est gratuit et public, qui n'est pas performant, et moi j'utilise un premium, et qu'on fait sur le même rapport, on lui demande des bonnes pratiques, peut-être le mien il sera plus performant plus pertinent que... que voilà. Bon. Donc nous, ça nous ouvre quand même un champ des possibles un peu différent tout d'un coup, mais qui aussi pose beaucoup de questions. Et tu vois, ça me fait juste réaliser quelque chose, c'est que la news était passée. C'est vrai qu'on ne l'avait jamais annoncé réellement là dans les news, enfin juste cité, alors qu'il y avait eu cet emballement un peu dans les réseaux et dans la communauté. Et avec un peu de recul, tu vois, je me dis que c'est très bien qu'on le traite aujourd'hui, du coup, parce que donc c'est une vraie petite révolution. Nous, on était en train de le travailler pour un client en contournant tout le truc, c'est-à-dire en disant Copilot normal, de régénérer le code en fonction de choses, et on disait mais il comprend pas tout, faut que je refasse des choses manuellement, ça manque de lien. C'est fastidieux,
Et là, t'as le truc qui arrive en mode en fait, tu t'es pas dit. Donc c'est la force, on le rappelle, des MCP, c'est une belle illustration de ce qu'est un MCP serveur. Je savais pas, moi, c'est une couche de facilitation finalement pour qu'un agent puisse comprendre comment activer à distance votre application, comment manipuler votre application, tout au parti, parce que le MCP serveur va décrire certaines fonctionnalités et peut-être pas d'autres. Et en tout cas, on pourra à un moment permettre à l'agent d'utiliser la fonction recherche, la fonction modèle ou peut-être la fonction ou que visualisation. Ça. On peut choisir ce qu'on ouvre dans l'apps parce qu'il faut que ce soit décrit. Sinon, il ne la comprendra pas. Mais du coup, c'est extrêmement puissant parce que du coup, on va vraiment faire un deep dive dans l'utilisation de l'outil. Donc, c'était l'illustration du MCP Server sur Power BI et Fabrics. Ça donne énormément d'idées derrière. On en reparlera très certainement. Et tout, donc, merci Lilia pour cette première intervention. Du coup, on va se dire ça comme ça parce que je pense que tu vas revenir nous raconter plein de choses après derrière. Ouais, je t'ai déjà ouvert une proposition sur la partie data agent dans Fabric et peut-être que tu reviendras nous expliquer ça.